Ouais, ça ne s'arrête plus. C'est ça, il n'y a que des Heureusement anecdotes. qu'Eric arrive derrière. Alexandra a deux particularités. Vous avez remarqué qu'elle est une femme et qu'elle est professeure d'urologie en cancérologie, la seule en France. On a d'autres professeurs d'urologie, mais plutôt dans le fonctionnel. Donc bravo Alexandra. Elle est à l'hôpital Saint-Louis. Elle est très investie dans le comité de cancérologie de la vessie. Donc elle va nous parler de cystectomie. Merci. Merci beaucoup. Alors malheureusement, je n'ai aucun talent, non pas pour les cystectomies, mais pour monter des films chirurgicaux. Donc je ne vous montrerai pas de beaux films comme Alexandre aujourd'hui, mais je dois quand même me confesser avant le début de ce topo en vous disant que aujourd'hui, je pratique toutes mes cystectomies par voie cystoscopique robot-assistée avec des dérivations intracorporelles et que donc il y a probablement un petit conflit d'intérêts ou en tout cas peut-être un biais dans mon analyse de la littérature. C'est un sentiment subjectif qui, pour autant, vous allez le voir dans les études que je vais vous montrer, ne repose pas sur une littérature très forte en faveur de la voie robot-assistée pour la cystectomie radicale. Donc, la cystectomie, c'est clairement de loin l'intervention la plus morbide en chirurgie urologique et c'est probablement une des interventions les plus morbides en chirurgie tout court. D'abord à cause de la médiane d'âge des patients qui est de 74 ans pour le diagnostic de cancer de la vessie en France parce que voilà, c'est des patients qui ont souvent des comorbidités, notamment à cause du tabagisme. C'est une chirurgie qui est longue avec une durée opératoire médiane qui est autour de 5 heures, des pertes sanguines qui sont réputées très importantes. Il n'est pas rare lorsqu'on fait des cystectomies ouvertes, d'avoir des pertes sanguines qui approchent les 800 millilitres, parfois 1 litre, parfois même plus. Et le taux de complications post-opératoires est extrêmement reproductible et standardisé dans les séries. C'est 60% de complications post-opératoires, environ 25% de complications dites majeures, c'est-à-dire de grade 3, 4 et 5, avec une mortalité qui est autour de 3 à 5%. Et ça, c'est extrêmement stable et ça n'a pas ou très peu bougé ces dernières années. Et vous allez voir que la chirurgie robotique a pour l'instant tout à fait échoué à réduire ce taux de complications post-opératoires. Donc, on a quand même un sujet autour de la cystectomie et c'est donc assez logique de se focaliser là-dessus pour améliorer les suites avec la réhabilitation améliorée. J'étais venue en parler ici l'année dernière ou il y a 2 ans et évidemment la voie d'abord mini-invasive. Il y a d'autant plus un sujet que les cystectomies sont principalement réalisées dans des centres qui n'en font pas beaucoup. Vous voyez assez bien sur cet histogramme que finalement, des centres qui font plus de 50 cystectomies par an, c'est une toute petite minorité et que la très vaste majorité des cystectomies vont être réalisées dans des centres qui font moins de 20 cystectomies par an. Donc, il y a beaucoup de cystectomies par an en France, parce que le cancer de la vessie, c'est un cancer fréquent. C'est des patients âgés, 15% en plus que 80 ans, et la majorité des cystectomies vont être faites dans des centres qui n'ont pas une très grosse activité de cystectomie radicale. L'évolution de la chirurgie robot-assistée, ça c'est des données américaines, elle est extrêmement claire en urologie. La voie robotique est devenue, pour la prostatectomie, pour la néphrectomie partielle, qu'on devrait d'ailleurs appeler tumorectomie, parce qu'on ne fait pas des néphrectomies partielles, en fait on énuclée maintenant dans l'essentiel des cas les tumeurs. Pour la néphrectomie élargie, la voie robotique est la voie d'abord de référence et dans la majorité des CHU en France équipés de robots, presque toute la chirurgie est faite par voie robotique. Et vous voyez ici que pour la cystectomie radicale, la tendance est la même, mais pour autant, la courbe est beaucoup, beaucoup plus lente à se croiser. Et aujourd'hui, je suis bien en peine de vous dire si oui ou non, ces courbes vont se croiser pour prendre un profil identique aux autres interventions en chirurgie urologique ou pas. La raison pour laquelle ça va plus lentement, en partie, vous allez voir la littérature que je vais vous montrer, parce que la cystectomie par voie robotique parfois peine un petit peu à convaincre. Et aussi parce que y a une learning curve qui est longue, c'est une intervention qui est longue, donc qui par voie robotique est d'autant plus longue. Réaliser des dérivations intracorporelles, en particulier quand il s'agit d'antyrocystoplastie, c'est quelque chose qui est quand même très technique et il faut du temps pour l'apprendre. Et je reviens à la diapo d'avant, peu de cystectomie faite dans la majorité des centres, et donc ça va être une limite à l'utilisation un peu systématique de la voie robot-assistée pour la cystectomie. Pour autant, en chirurgie, c'est pas très fréquent d'avoir beaucoup d'essais prospectifs, mais s'agissant de la cystectomie et de sa comparaison ouvert versus robot, on a quand même 6 essais prospectifs randomisés, donc on a quand même des données pour comparer les deux voies d'abord. Donc les essais, ils sont là. Je vais vous parler des 4 principaux. Et j'ai eu envie parce que je les connais les résultats de ces essais, mais à l'occasion de cette présentation, je me suis replongée dedans par ordre chronologique. Et j'ai voulu voir un petit peu comment évoluaient les résultats de la cystectomie, aussi par voie robotique, mais aussi ouverte au cours du temps dans les résultats de ces essais. Donc, il y a 4 éléments majeurs pour juger. Évidemment, la sécurité oncologique, évidemment, les suites opératoires, mais aussi le coût. On en parle beaucoup de la chirurgie robotique, il y a un surcoût qui est évident. Et puis, les enjeux de formation.
Donc, le premier essai significatif, c'est Coral. Coral, c'est un essai anglais. Les patients ont été inclus entre 2009 et 2012, donc ça commence à être un essai relativement ancien. C'est un petit essai, c'est 60 patients, 20 par groupe, 20 patients opérés par voie ouverte, 20 laparoscopies, 20 laparoscopies robot assistées. Et ce qui est très important, c'est que dans ces premiers essais, les dérivations sont extracorporelles. Donc, certes, on fait la cystectomie par voie robot assistée, mais on finit quand même par faire une médiane pour faire la dérivation, que ce soit le briquaire ou l'entérocystoplastie. Et donc, c'est quand même pas tout à fait pareil que de faire une chirurgie qu'on appelle full robotique, entièrement par voie robot assistée. C'est un essai anglais. Le critère de jugement principal, c'était le taux de complications à 30 jours. Et le résultat pour le critère de jugement principal de l'essai Coral, il est très clair. Aucune différence en taux de complications post-opératoires, que ce soit par voie robot assistée ou par voie ouverte. Pour autant, ce qui était un petit peu étonnant, c'est que quand vous regardez la laparoscopie, qui est le plus à droite, en chirurgie laparoscopique, là, il y avait une vraie réduction du risque de complications. Donc, on est sur un tout début d'expérience robotique. À ce moment-là, moins de 10% des cystectomies étaient faites par voie robotique aux États-Unis et en Europe. Mais en tout cas, essai négatif pour le critère de jugement principal. Pour autant, c'est ce que vous avez en vert en bas. Il y avait quand même un temps à la réalimentation solide qui était significativement inférieur, 4 jours pour que les patients mangent solide dans le groupe robot versus 7 jours et demi dans le groupe ouvert. Donc là, il y avait quand même une vraie différence. Et il y avait une vraie différence sur la durée d'hospitalisation. Et je voudrais que vous regardiez bien. Donc, en chirurgie robotique, les patients sortaient en moyenne après 11,9 jours. En chirurgie ouverte, après 14,4 jours. Et c'est très important d'avoir ce chiffre en tête. En 2010, la durée médiane d'hospitalisation dans tous nos centres pour une cystectomie radicale par voie ouverte, elle était grosso modo de 15 jours et c'était très reproductible. Moi, j'ai regardé à Saint-Louis quand je suis arrivée, la médiane d'hospitalisation en 2015 encore, elle était à 16 jours. Donc, c'était mieux par voie ouverte, mais on avait des durées d'hospitalisation qui étaient très longues. Pour ce qui est des résultats oncologiques, aucune différence entre les deux voies d'abord et vous verrez que tous les essais vous disent la même chose. Alors, on avance un peu dans le temps et on a ce deuxième essai, Bochner, qui est un petit peu plus vaste en termes de nombre de patients, 118 patients opérés entre 2010 et 2013, donc on se décale un tout petit peu. Et à nouveau, c'est des cystectomies robots, mais les dérivations sont faites par voie extracorporelle. Donc le patient, il a la cystectomie au robot et ensuite la médiane. Et là, c'est un essai américain. Et c'est important parce que les Américains, ça fait très, très, très longtemps qu'ils ont des durées d'hospitalisation pour cystectomie qui n'ont rien à voir avec les nôtres en Europe. Aux États-Unis, on reste hospitalisé une semaine pour une cystectomie. Et en 2010, c'était déjà largement comme ça. J'ai beau parler avec les Américains, je ne sais pas si mes collègues ont des idées, j'arrive pas bien à comprendre exactement comment depuis aussi longtemps ils ont des durées d'hospitalisation aussi courtes. Alors ils ont des systèmes hôteliers aussi où les patients sortent, mais en tout cas, leurs durées d'hospitalisation quand ils se mettent à la chirurgie robotique sont déjà très courtes. Et plus c'est court au moment où on commence, plus ça va être difficile de montrer une différence. Et le critère de jugement sur ces 118 patients, c'est à nouveau le taux de complication. Et là, de nouveau, l'essai est négatif, les patients sont randomisés. Aucun bénéfice en termes de complications post-opératoires. Vous voyez des chiffres qui sont toujours les mêmes, 60% de complications, 22% de complications majeures. Encore et encore, ces chiffres reviennent et la voie robotique n'y change rien. Et regardez la durée d'hospitalisation. La diapo d'avant, je vous avais montré 14 versus 12 jours. Là, c'est presque contemporain et on est à 8 jours d'hospitalisation. Donc, c'est déjà beaucoup plus court aux États-Unis. Et le robot ne permet pas d'améliorer ça. Parce que quand on fait des cystectomies, on sait que garder un patient moins d'une semaine, on peut faire la meilleure chirurgie du monde, ça va être très compliqué. Et donc, voilà, je vous remets les courbes en tête. Ça va évoluer un petit peu. À ce moment-là, on est en 2010 et on a toujours assez peu de cystectomies qui sont faites par voie robot assistée. Du point de vue oncologique, cet essai dit la même chose, pas de différence, mais il y avait un point d'inquiétude quand même avec une impression d'avoir plus de récidives locales sur la voie robotique. Cet essai a fait beaucoup parler, ça a mis un peu un frein en disant il y a un risque carcinologique. Quand même, en relisant, c'est un peu tiré par les cheveux d'un point de vue statistique et globalement, le principal message, c'est qu'il n'y a pas de différence en termes de risque de mortalité et de récidive avec la voie robotique. Alors, on continue d'avancer dans le temps avec l'essai Razor, on se décale encore, des patients inclus entre 2011 et 2014 et on voit que ça prend de l'ampleur. On commence avec un groupe de 20 malades, là on est à 302 patients randomisés entre une chirurgie ouverte et une chirurgie robotique et encore une dérivation extracorporelle. Donc on continue à faire cette médiane au milieu de l'intervention. À nouveau un essai américain et là un critère de jugement principal qui était un critère oncologique. Et de nouveau, les courbes se superposent. Je crois que le message, il est très clair. Il n'y a aucun risque carcinologique à faire une cystectomie par voie robot assistée. Aucun essai n'a montré qu'il y avait de différence. Et je crois que ça, c'est absolument tranché de ce point de vue-là. La sécurité oncologique, elle est prouvée. Quand on regarde toujours cette histoire de complications, de durée d'hospitalisation, là,
on se décale dans le temps, il y a de plus en plus de malades opérés et on commence quand même à avoir un résultat très, très significatif en termes de perte sanguine. Vous voyez que la médiane de perte sanguine en cystectomie ouverte, on est à 700 millilitres. Par voie robotique, on tombe à 300. Donc là, on commence à avoir quand même quelque chose de très, très significatif. Mais à nouveau, c'est un essai américain. Et on voit que les durées d'hospitalisation diminuent un petit peu. On est à 7 jours sur la voie ouverte, 6 jours sur la voie robotique. C'est significatif. Mais ce qu'on constate, c'est que certes, ça diminue avec le robot, mais que la durée d'hospitalisation de la voie ouverte, en avançant dans le temps, elle diminue aussi. Donc, il se passe quelque chose autour de la cystectomie qui n'a pas que à voir avec la voie d'abord robot-assistée et qui a clairement à voir avec la réhabilitation améliorée, avec les progrès de la pré- et post-habilitation des patients en périopératoire de la chirurgie. Et à nouveau, sur les complications, ça ne bouge pas. 60% de complications, toutes complications confondues, 22% de complications majeures. Alors, on finit par avoir envie de se taper la tête sur le mur. On se dit, on n'y arrivera jamais à diminuer ce taux de complications. Et ça reste stable. Alors, je finirai avec l'essai IROC parce que c'est l'essai le plus récent. On avance dans le temps. Et la grande particularité de notre dernier essai, c'est vraiment tout neuf. Il a été publié l'année dernière pour ce qui est des résultats oncologiques et périopératoires et cette année pour les études de coût. C'est un essai à nouveau anglais. Et là, c'est du tout intracorporel parce qu'à force, forcément, on progresse en chirurgie robotique et donc on s'est mis à faire des dérivations intégralement intracorporelles. Donc finalement, on finit par extraire la pièce. Moi, personnellement, je fais une incision de Pfannenstiel qui est le plus petite possible. Le plus souvent, on arrive à s'en sortir par une incision de 5-6 cm sur un petit fan en suspubien. Et donc là, on commence à avoir vraiment une vraie différence. Il n'y a plus la médiane, il n'y a plus la bord. Et donc, tout est fait par voie intracorporelle. Cet essai est aussi un gros essai, 338 patients opérés entre 2017 et 2020, donc c'est beaucoup plus récent. Et ce qui est très important dans cet essai, c'est de voir que tous les patients ont eu un protocole de RAC en périopératoire, qui sont sélectionnés des opérateurs extrêmement entraînés. Tous les opérateurs qui incluaient dans cet essai et qui opéraient les patients doivent avoir fait au minimum 36 cystectomies robots avec dérivation intracorporelle, ce qui est quand même significatif. Donc, une vraie expérience de l'opérateur, un curage pelvien étendu, quelque chose de très standardisé, fait vraiment au niveau de l'état de l'art maximum aujourd'hui, en 2020. Et le critère de jugement, c'était le nombre de jours en vie en dehors de l'hôpital dans les 90 jours post-opératoires. Ça, ce sont les résultats de l'essai. Alors, ça a paru un petit peu saugrenu comme endpoint, le nombre de jours en vie en dehors de l'hôpital dans les 90 jours post-opératoires. On se dit, ils n'arrivent pas à montrer une différence, donc ils essayent d'inventer un truc qui va marcher. Cela dit, l'essai était positif. On gagne en gros en médiane 2 jours d'hospitalisation par la voie robotique par rapport à la voie ouverte. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un essai anglais. Donc, les Anglais, en 2010, avaient une médiane d'hospitalisation pour une cystectomie ouverte, je vous avais montré, de 14,4 jours. Regardez dans l'essai IROC, durée médiane d'hospitalisation, 8 jours. Donc, en 10 ans, la durée d'hospitalisation pour une cystectomie ouverte en Angleterre a presque été divisée par 2. Alors que c'est toujours de la voie ouverte. Et donc, je réinsiste sur le fait que, en fait, la cystectomie, c'est tellement de facteurs, c'est très multifactoriel. On progresse beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le périopératoire. Je pense que la voie ouverte progresse de la voie robotique et peut-être vice-versa. Et donc, en fait, on progresse en général. Et donc, plus on progresse en général, plus c'est difficile de montrer l'apport de la robotique par rapport à la technique chirurgicale qui progresse en parallèle. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est les rectangles. Et quand on fait de la chirurgie robot-assistée pour la cystectomie, on le sent très bien. Ce que permet la voie robotique quand on fait tout en intracorporel, c'est qu'elle condense en fait la distribution de la durée d'hospitalisation. Vous voyez le pic bleu qui est vide dans la partie orange. Quand on opère, quand on fait des cystèques robots, on se rend compte qu'on augmente le nombre de patients qui vont avoir des suites opératoires extrêmement standardisées. Et on a beaucoup moins de patients dans cette queue de courbe de patients qui vont rester hospitalisés plus longtemps. Et on s'en rend compte, voilà, les patients, ils vont sortir à J7, à J8. Dans la majorité des cas, on a un pic sur la distribution de la durée d'hospitalisation. Et ça, on le voit très bien. C'est montré dans cette étude et c'est significatif. Sur le taux de complications, il n'y a pas de différence. En revanche, la voie robotique dans les AEROC permettait d'avoir moins de complications pariétales. C'est assez logique. Moins de complications thromboemboliques, 8% versus 2%. Et puis, il y avait une amélioration de la qualité de vie post-opératoire parce que la récupération physique, la réhabilitation des patients, elle est plus rapide. Donc, ils ne restent pas forcément hospitalisés beaucoup moins longtemps, mais leur qualité de vie est meilleure. Ils récupèrent plus vite, ils marchent plus vite, ils se lèvent plus vite, ils mangent quand même un peu plus vite. Après, on a souvent quand même des sondes, qu'on manage dans les suites opératoires, souvent au bout d'une semaine. Et c'est ça qui fait que les patients restent rarement hospitalisés moins de 7 jours. À nouveau, des résultats oncologiques qui sont comparables. Et ça, je vous l'ai dit, c'est tranché. Alors, en résumé de tout ça, la durée opératoire de la cystectomie robot, en particulier si on fait tout en intracorporel, elle est clairement plus longue. Ça,
c'est évident. La perte sanguine, elle est très significativement inférieure et c'est montré dans plusieurs essais, dont les derniers. La récupération est plus rapide. La durée d'hospitalisation, elle va être un petit peu plus courte si toutes choses sont égales par ailleurs parce que l'expérience de l'opérateur, la réhabilitation améliorée, tout ça sont des déterminants majeurs des suites opératoires après cystectomie radicale. Donc, on fera un petit peu mieux, mais ça ne va pas faire une différence énorme de durée d'hospitalisation si à côté, l'opérateur qui fait une cystectomie ouverte, il en a fait 350 et qu'il a beaucoup d'expérience et qu'il inclut son malade dans un protocole de RAC. Et les résultats oncologiques, clairement, sont équivalents, donc aucune inquiétude de ce point de vue-là. Le coût en une diapositive, c'est plus cher. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est plus 1 500 € à peu près en France de faire une cystectomie par voie ouverte. Et la formation, c'est un atout pour nous quand il s'agit de former les internes, parce que la chirurgie robot-assistée, en particulier avec 2 consoles, permet de transmettre le geste, je trouve, avec une vision notamment du plan postérieur sur la vessie, du plan prostatique, qui n'a rien à voir avec la voie ouverte, où objectivement, l'aide de l'opérateur ne voit absolument rien quand on fait une cystectomie ouverte. Donc là, quand même, il y a un enjeu de formation très important. Pour autant, il faut plus de 100 cas pour atteindre un plateau. Et comme je vous ai dit, la majorité des centres font peu de cystectomie. Et ça, c'est un souci pour l'apprentissage de la technique. Je vous remercie. Merci. Merci Alexandra. Alors, s'agissant des chiffres américains, je crois que tout le monde le sait, c'est que les patients traversent la rue. Pour avoir travaillé à Stanford, je me souviens très bien, ils sortaient à J7, mais avec les sondes, et puis après, ils revenaient en ambulatoire. Donc, Et ce qu'il y a de remarquable aux États-Unis, c'est par contre, ils ont beaucoup de patients en surcharge pondérale. Et là, c'est une discussion. Et je pense que pour ces cas-là, la chirurgie robotique est vraisemblablement, enfin, laparoscopique robot-assistée est certainement très, très intéressante. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même très peu de centres qui font des cystectomies robots de façon courante. Et puis, quand on se met à la cystectomie robot, comme tu le dis, on ne revient pas en arrière. Non. Il y a eu des périodes pendant lesquelles, dans certains centres, certains faisaient de la chirurgie incisionnelle traditionnelle, d'autres un petit peu de cellio, d'autres de robots. En fait, on embarque l'équipe et c'est la forme ultime de la courbe d'apprentissage parce qu'on passe d'abord par la prostate et par le rein pour ensuite aboutir à la cystectomie robot. Je connais aucune équipe en France ou en Europe qui revendique faire de la cystectomie robot uniquement et pas le reste. Donc ça, c'est la première chose. D'autre part, tu as parlé de la RAC que tu es venu présenter ici. Bon, c'est une brique de la RAC parce qu'il y a des mesures POP, etc. Et finalement, le robot a permis de dépoussiérer ou de revisiter. Moi, j'ai pris mes fonctions dans un service à l'époque où on faisait des préparations digestives. Et ça aussi, ça a complètement disparu. Donc, on s'est aperçu qu'un certain nombre de choses qu'on faisait étaient soit inutiles, soit un petit peu anachroniques ou antédiluviennes, et elles se sont volatilisées. Donc ça, c'est important. Troisième point, tu parles de littérature, et je souligne au regard de ce que fait Alexandre, et ça, c'est le rôle aussi du CCAFU, l'évidence-based médecine telle qu'elle est designée aujourd'hui est propice à l'industrie pharmaceutique et aux oncologues en matière de cancérologie. Bras A versus bras B expérimental, on va à l'ASCO, on a un P significatif. La qualité de la publication chirurgicale, si on regarde l'évidence-based médecine, est de moins bonne qualité par rapport à la publication médicale parce qu'elle n'est pas propice et designée pour ça. Donc, le seul moyen de s'en sortir, c'est d'avoir des registres prospectifs qui sont à l'image des anciens fichiers Excel qu'on s'échangeait entre nous, qui étaient rétrospectifs et complètement hors la loi. Donc maintenant, il y a la loi Jardé qui donne un cadre. Et donc, la création de registres, et en France, on a EuroCCR qui émane de Bordeaux et qui est en partenariat avec l'AFU et qui englobe de façon prospective les cas. Et à la PHP, on a profité de l'avènement du plan robotique pour mettre en place un registre prospectif qui s'appelle PCROP sur maintenant les 19 robots de la PHP, qui va avoir des corps de malades qui sont des registres transversaux, indépendants des disciplines, les urologues, les thoraciques, les gynécologues. Et là, on a déjà mis 1800 malades en prospectif et on est le CHU d'Europe le mieux doté de ce point de vue-là. Donc, il y a un travail de fond de la part des chirurgiens qui n'est pas seulement sur la technicité, mais sur la prise de conscience que la qualité des données qu'on a publiées pendant des années n'était pas à la hauteur de la qualité du service médical qu'on délivrait à nos patients. Et on ne peut plus continuer à se faire challenger par les médecins qui étaient organisés et structurés de façon à avoir la primeur des résultats dans les congrès, etc., et traiter avec beaucoup de mépris les données chirurgicales. Tout à fait d'accord sur l'utilisation des registres prospectifs pour valoriser nos données. L'autre intérêt, si le registre devrait être diffusé à l'ensemble des services de chirurgie en France, c'est de surveiller l'activité. Et dans des chirurgies aussi complexes que la néphrectomie partielle du rein, la cystectomie, je pense que la question des seuils d'activité pour ces chirurgies-là
pourra être posée et ainsi contrôlée. Oui, Oui. François. Non, ce point-là est très important. Au niveau du Haut Conseil de nomenclature, on a réussi à imposer le fait que maintenant, on allait pouvoir avoir une organisation pour diminuer de plusieurs années les délais pour les interventions innovantes, sous réserve qu'elles puissent être, dès le départ, adossées à des registres. Et que s'il n'y a pas de registre, il n'y aura pas d'inscription des actes dans les listes. Deuxièmement, avec Olivier Brussionnaire, pendant les 2 ans du Covid, où on a travaillé sur les autorisations dans les hôpitaux, puisque maintenant, tous les services de chirurgie doivent avoir une autorisation administrative. Il est inscrit en toute lettre dans le décret sorti au Conseil d'État le fait que les services de chirurgie, pour avoir une autorisation, devaient avoir des registres efficaces et en cours. Et que lors des renouvellements des autorisations de chirurgie qui auront lieu tous les 5 ans ou 7 ans, ce contrôle des registres sera nécessaire. Et enfin, dernière chose, on travaille actuellement avec l'Académie de chirurgie, avec l'Agence d'innovation en santé, où dans les nouvelles design des études pour les accès précoces, pour autoriser beaucoup plus rapidement les nouvelles techniques opératoires, actes ou dispositifs médicaux, ces données de registres en vie réelle seront obligatoires. Si les registres ne sont pas remplis ou si les registres sont incomplètement remplis, les inscriptions seront supprimées. Alors qu'actuellement, quand on est inscrit, on peut faire n'importe quoi après. À titre d'information, sur les 52 registres que la HAS avait demandé depuis une vingtaine d'années, il n'y en a eu qu'un seul qui a été rempli, les 51 autres n'ont jamais été remplis sans que ça entraîne aucune conséquence. Donc, je pense que c'est important. Et je voulais juste poser une question à Alexandra. Tu n'as pas du tout évoqué la cellio classique. Ça veut dire qu'elle se fait jamais, enfin, ou exceptionnellement pour la cystectomie, c'est ou ouvert ou robot assisté. Non, je pense. Enfin, il y a des centres qui font de la cystectomie par voie celluloscopique. C'est pas. Mais dans les études, c'est uniquement. Non, les études sont passées à la robotique. S'agissant de la reconstruction intracorporelle, quand même, notamment pour l'entérocystoplastie. Quand on est un bon celluloscopiste, je ne doute pas qu'on puisse le faire par voie celluloscopique, mais ça n'était absolument pas fait. C'est vrai que la robotique a permis cet accès à la reconstruction intra qui n'avait pas, le pas n'avait pas été franchi dans l'ensemble par les celluloscopistes antérieurement. Le technique, laparoscopique et robot assisté, il y a quand même un monde entre les deux. Ouais. Et la reconstruction. Surtout quand il y a beaucoup de sutures. Le idéal en laparoscopie, c'est vraiment plus évident. Et ce qu'il faut dire aussi, vous remarquiez justesse que pendant cette période, les durées d'hospitalisation de cystectomie ont diminué. Pourquoi? Je pense que la cystectomie ouverte a bénéficié des progrès de la laparoscopie au sens où tous les instruments d'hémostase qui ont permis de raccourcir le temps de cystectomie, la partie cystectomie durait moins d'1 heure, alors qu'auparavant, quand il fallait mettre des pinces et faire des nœuds, ça durait beaucoup plus longtemps. Et je pense que ça joue dans la qualité des suites opératoires, parce qu'il y a moins de compression de l'intestin, etc. Enfin, tous les avantages que vous savez sur les durées opératoires. Alexandra, une dernière question. Oui, vous nous avez parlé d'une intervention qui est lourde, avec un taux de complications important, des durées d'hospitalisation également assez longues qui progressent. Nous, en chirurgie viscérale, on a des autorisations de chirurgie par organe. L'œsophage, le pancréas, le foie, etc. Bon. Est-ce que vous vous êtes posé la question d'autorisation de chirurgie pour réaliser des cystectomies, de manière à effectivement concentrer peut-être ces actes sur des centres, surtout si la voie d'abord robotique est intéressante. Et est-ce que vous vous êtes posé la question dans la spécialité de savoir si le tout fermé enfin, si les voies ouvertes pouvaient rester possibles? C'est-à-dire que on voit bien, vous nous avez expliqué que dans les cystectomies, il y a beaucoup d'iléus, de longueur d'hospitalisation, d'inconvénients pour les patients, etc. Est-ce que le fait de continuer à faire ces opérations par laparotomie en particulier, qui favorise les ilus, est tenable? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, des seuils par organe, et quelle a été votre réflexion? Les seuils par organe, alors je ne suis pas spécialiste de ça, mais c'est compliqué dans le sens où c'est plutôt un seuil par chirurgien. Parce qu'un centre qui en fait 19 par an, mais si les 19 sont faites par le même chirurgien, va avoir un chirurgien qui fait beaucoup plus de cystectomie. C'est pas enfin, c'est plutôt un seuil par. Les deux sont importants.
pour le Réflexion. périopératoire, ça va être le centre. Après, pour la chirurgie elle-même, ça va aussi beaucoup être l'expérience du chirurgien lui-même. Votre réflexion est intéressante, mais c'est pas comme ça que l'INCa raisonne. Non, L'INCa, bien sûr, je sais. Pour l'instant, on n'a pas de C'est- seuil pour la cystec. Il n'y en a pas. Il y a une discussion autour. Après, vous voyez quand même que l'essentiel des cystectomies sont faites dans des centres qui en font moins de 20. Donc, si vous interdisez à tous les centres qui font moins de 20 de faire les cystectomies, on va être bien en peine, nous, par exemple, à la PHP, sachant qu'on n'arrive pas à ouvrir nos blocs opératoires, qu'on n'a pas d'infirmière, pas d'IAD, rien du tout, d'absorber les 3000 cystectomies par an qui sont actuellement faites dans des centres qui en font moins que 20. Donc, évidemment, c'est un peu pieux. C'est-à-dire que ce serait parfait si on pouvait faire les cystectomies que dans des centres qui en font beaucoup. Mais je pense que, en fait, techniquement, aujourd'hui, du point de vue de l'accès aux soins, c'est probablement pas réalisable. Je crois que la meilleure façon d'aborder les seuils, on l'avait déjà dit aussi, je pense que tu t'en souviens, c'est d'un côté les registres d'activité, de l'autre côté le taux de complication. C'est évidemment ça qui prévaudra dans les années à venir. Les registres vont régler le problème de façon rétrospective, mais assez rapide, parce que les registres, on voit rapidement les choses quand ça dérape. Donc, c'est pour ça que les registres, il faut vraiment insister là-dessus. Et sur est-ce qu'on peut faire des cystectomies par voie ouverte, je pense que toutes les études que je vous ai montrées disent que oui. En fait, si... on n'a pas de différence. C'est des essais, Morgane critique à juste titre la qualité de la littérature parfois qui est fournie en chirurgie. Mais enfin là, on parle d'essais prospectifs avec 350 malades randomisés. Donc, il n'y a pas de différence en termes de taux de complications. Il n'y a pas de différence en termes de durée d'hospitalisation. Si la chirurgie ouverte a bénéficié des progrès de la robotique, et je suis convaincue de ça, bah, tant mieux. Parce qu'en fait, tout le monde ne peut pas faire une cystectomie par voie robotique. Et si grâce aux progrès qu'on fait avec la robotique dans les centres qui ont la chance de pouvoir le faire, toute la cystectomie progresse, très bien. Et vraiment, vous ne me ferez jamais dire que c'est pas bien de faire une cystectomie par voie ouverte. Tous les essais dont on dispose disent l'inverse. Non, et l'autre question, c'est que le problème du robot et des inscriptions et des remboursements, c'est un problème purement économique. Mais un problème économique où la qualité, pour aller dans le sens de Morgane, la qualité des études économiques, elle est en dessous de zéro. Oui. Parce que elle se base et elle compare à partir des index de corrélatifs qui sont au niveau des bases de données du ministère. Or, les ICR, moi j'ai participé au départ, il y a très longtemps, à ça, et depuis, c'est uniquement revu par des administratifs dans lesquels il y a aucun contrôle médical, et que en urologie notamment, la plupart des GHS sont des EHS à 2 ou 3 bosses, c'est-à-dire qu'ils comparent sur le plan économique des interventions totalement différentes, pouvant mélanger l'adénome prostatique, le sphincter artificiel et la cystectomie, et tout ça est mélangé, mixé, moyenne, et c'est par rapport à ces chiffres-là que les coûts des interventions sont étudiés. Et donc, il y a un énorme problème sur la vraie coût des interventions en chirurgie. Et les études économiques, c'est un sujet sur lequel il va falloir qu'on se penche sérieusement. Et puis, il y a un dernier aspect, c'est que les chirurgiens de moins de 40 ans maintenant, moins de 45 ans, leur technique quotidienne, c'est la robotique, c'est l'utilisation des robots. Et c'est leur geste quotidien. Je pense que naturellement, ils continuent à partir du moment où il est possible, il est démontré effectivement qu'il n'y a pas de différence dans un sens ou dans l'autre. Ils font la chirurgie qu'ils ont l'habitude de faire. Certes, je reconnais qu'il y a un coût supérieur du fait de l'utilisation des instruments. Merci beaucoup. Merci Alexandra.